Théorie du consommateur, chapitre 2. On continue avec le survol des différents graphiques. Alors celui-ci, on reconnaît ce qu'on a vu au chapitre 1, à savoir une carte d'indifférence. Donc on a des courbes ici bleues, vertes et roses, qui sont des cartes d'indifférence. Donc je vous renvoie au chapitre précédent pour leur description. Et puis on a ici une contrainte de budget, même chose, je vous renvoie vers le chapitre précédent si cette droite-là n'est pas claire pour vous. Ce qu'on a tracé ici, eh bien, c'est un équilibre. Alors, si on étudie par exemple la situation de la courbe d'utilité verte, elle est au-delà, plus vers la droite, au-delà au nord-est, hein, donc plus en haut et à droite par rapport à la contrainte de budget. Cela signifie que le consommateur ne dispose pas des revenus nécessaires pour acheter les biens qui sont sur cette courbe d'utilité. Donc ça lui apporterait une utilité très grande, mais il ne peut pas se l'offrir. La courbe d'utilité qui est rose ici, eh bien ici on s'aperçoit qu'on est à l'intérieur du triangle de consommation, donc ces biens-là peuvent être achetés par le consommateur a les revenus nécessaires pour le faire. Néanmoins, il ne veut pas choisir d'être sur cette courbe d'utilité, puisqu'en fait, on a dit que plus la courbe d'utilité est en haut à droite et plus l'utilité est grande. Donc ça voudrait dire qu'en consommant par exemple ce panier-là, donc là il a bien dépensé tout son revenu, alors s'il achète quelque chose ici, il va y avoir un reliquat de revenus, mais prenons ce point-là, là, la totalité du revenu est dépensée, mais en fait il obtient une utilité qui est plus petite que ici en U1. Donc quand vous faites vos courses hein, et que vous avez le choix entre pour la même dépense être satisfait ou très satisfait, vous prenez ce qui va vous donner le niveau de satisfaction le plus important. C'est exactement le raisonnement que va faire le consommateur et donc il ne choisira jamais le panier de biens ou les paniers de biens qui sont représentés ici en rose. Par conséquent, comment est-ce qu'on trouve le panier de biens idéal, la répartition sur les consommations de biens, alors X et Y? Eh bien, c'est cette courbe qui est la plus haute possible vers le nord-est, tout en ayant un point commun, un point de tangence avec la courbe d'indifférence. Et donc c'est ce point ici noté A, où on obtient X étoile, Y étoile, qui sont les quantités idéales de consommation. Ce point a une caractéristique particulière qu'on utilisera dans nos calculs. À ce point-là, le TMS est égal au rapport des prix. On se rappelle que le TMS, c'est la pente de la courbe, et le rapport des prix, en fait, c'est ici la pente de la droite. Et donc on voit bien qu'en ce point, la pente de la droite est exactement la même que la pente de la courbe. Donc c'est une caractéristique de l'équilibre en économie. Le TMS est égal au rapport des prix. Le TMS, c'est le rapport des utilités marginales. Donc ici, on peut insérer que le rapport des utilités marginales est égal au rapport des prix. Pour mémoriser ça et ne pas se tromper dans ce que vous allez écrire, ici vous voyez que c'est l'utilité marginale du bien X, on trouve le prix du bien X ici. Ici j'ai l'utilité marginale du bien Y, on trouve ici le prix de Y. Vous pouvez permuter les deux, vous pouvez très bien écrire UMY sur UMX est égal, mais à ce moment-là on permute l'autre côté aussi, ça donne P de Y divisé par PX. Donc peu importe le sens, vous retrouverez avec les calculs ensuite les mêmes choses. Deuxième graphique et interprétation, eh bien, on part de ce point qu'on vient de trouver. Hein, ce point, c'est celui qu'on a vu dans le graphique précédent. Qu'est-ce qui se passe si le revenu du consommateur augmente? Si le revenu du consommateur augmente, eh bien, la droite bleue va devenir la droite verte. Hein, on a dit tout à l'heure dans le chapitre 1 que plus le revenu était important et plus la droite de budget montait vers le nord-est, en haut à droite. Donc on va se retrouver forcément avec cette droite bleue qui devient la droite verte. Par conséquent, la courbe bleue se retrouve à l'intérieur du triangle de consommation, comme démontré dans le graphique précédent. Ce ne sera jamais là-dessus que le consommateur va chercher des paniers de biens. Et donc, le panier idéal sera celui-ci, le point B, dans lequel on a un point de tangence entre la nouvelle contrainte de budget, la droite verte, et l'utilité la plus grande accessible. Même chose, le TMS sera égal au rapport des prix en ce point, et en ce point uniquement, c'est ainsi qu'on définit un équilibre. Lorsqu'on a une augmentation du revenu, vous imaginez maintenant qu'on fasse entre le trait bleu et le trait vert une infinité de droites. On augmente le revenu de 2 euros en 2 euros, etc. Et on refait le même raisonnement. On va trouver tout un tas d'équilibres.
Donc ici, j'en ai deux qui sont tracés, A et B, mais vous imaginez une infinité d'équilibres qu'on peut trouver au fur et à mesure où on augmente de 1 euro, de 50 centimes, peu importe, je vais y arriver, le revenu. On va trouver tout un tas d'équilibres. Et lorsqu'on relie ces équilibres, on obtient un truc qui s'appelle la courbe consommation-revenu. Alors en fait, la courbe consommation-revenu, c'est la représentation graphique de l'ensemble des équilibres lorsque le revenu augmente. Donc vous imaginez le raisonnement du consommateur, tiens, je suis augmenté de 100 euros, ah bah tiens, j'ai un nouvel équilibre, je suis réaugmenté de 100 euros, j'ai un nouvel équilibre, etc., etc. La tête de cette courbe de consommation-revenu peut être celle qu'on a à l'écran, mais ça peut être aussi quelque chose qui est un peu comme une exponentielle, ou ça peut être une droite. Donc ne retenez pas que c'est forcément cette forme-là. En fait, ça va dépendre des préférences du consommateur sur sa répartition entre le bien X et le bien Y. On le verra juste après, mais en fait, quand votre revenu augmente, il y a des biens que vous allez acheter en plus grand nombre, des produits de bonne qualité par exemple, ou de meilleure qualité, des vacances, des loisirs, et puis il y a des produits, lorsque votre revenu augmente, que vous allez au contraire consommer moins. Alors si on regarde la tête de cette courbe de consommation-revenu, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque le revenu augmente, eh bien, les consommations du bien X ont tendance à être de plus en plus grandes, alors que les consommations du bien Y plafonnent. Donc on peut imaginer ici que le bien X est un bien qui va être consommé en quantité plus importante lorsque le revenu augmente. Donc par exemple, ça peut être des loisirs. Et le bien Y ici, ça pourrait être par exemple de l'alimentation. Si demain vous gagnez au loto, vous mangerez peut-être mieux, mais vous ne mangerez pas 15 fois par jour. Donc le nombre de repas que vous allez faire ici ne va pas grimper en flèche et va plafonner avec une espèce de maximum. Donc il n'y aura pas de maximum de consommation puisque ça fait partie de l'axiomatique qui était mise en place dans notre modèle au départ dans le cours. Néanmoins, on voit qu'il va y avoir une sorte de plafonnement. Et voilà. Si vous inversez ce système-là, si c'est le bien Y qui était le bien qui est consommé en plus grande quantité lorsque votre revenu augmente et le bien X pour lequel on plafonne, on voit que la courbe, eh bien, au lieu d'être la courbe noire qu'on va avoir ici, va être quelque chose qui aura une forme d'exponentielle. Et puis pour terminer, si les deux biens ont une relation similaire, lorsque le revenu augmente, vous voulez augmenter votre consommation de ces deux biens-là, ben on aura plutôt quelque chose qui sera de l'ordre d'une droite. Alors lorsqu'on étudie indépendamment un bien, donc ici on change un peu les axes, attention, ici j'ai la quantité de bien 1 qui va être consommé en fonction du revenu. Donc en gros, là je suis de plus en plus riche, et je regarde quelle est la quantité de bien 1 que je vais consommer. Et donc il y a un auteur qui s'appelle Engel qui a étudié ces différents types de comportements, et qui a sorti un certain nombre de situations qu'on va voir maintenant. Ici, on a à l'écran un bien prioritaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus je suis riche, plus j'augmente la consommation de ce bien-là. Mais on voit qu'elle augmente moins vite que le revenu, donc proportionnellement moins que le revenu. Si mon revenu augmente de 100%, je vais augmenter ma consommation de peut-être 50%. Et donc on obtient une forme de racine carrée ici. Donc ça, c'est typique de ce qu'on appelle un bien prioritaire. Ensuite, vous allez avoir des biens dits isoélastiques. Donc en fait, le bien isoélastique, je continue dans les mêmes axes. J'ai le revenu et puis j'ai le bien 1. Plus je suis riche et plus j'augmente ma consommation. Et on voit qu'on va avoir une proportionnalité dans l'augmentation du revenu d'une part et puis l'augmentation de la consommation d'autre part. D'où l'expression bien isoélastique, élasticité uniforme. Ensuite, on va avoir des biens qui sont caractéristiques, enfin des comportements qui sont caractéristiques des biens de luxe. Donc ici, je suis de plus en plus riche et je vois que l'augmentation de la consommation du bien 1 est de plus en plus forte et rapide. Alors attention à l'expression bien de luxe. En économie, on va parler de biens de luxe. On peut peut-être parler de biens premium, on peut peut-être parler de... Voilà, le luxe renvoie parfois dans le langage courant à des produits qui sont quasi uniques, donc qui sont sur des marchés un peu particuliers. Là, on reste dans des biens qui sont relativement standards, on va dire, en quantité importante sur le marché. C'est pas la Joconde, là, qu'on est au marché de la Joconde qu'on est en train d'étudier. Donc, ces biens de luxe, attention aux termes,
dans votre tête, pensez bien premium ou bien de haut niveau de qualité ou ce genre de choses. Et donc on voit que plus les individus sont riches et plus ils ont tendance à essayer d'en consommer beaucoup. Typiquement, c'est les loisirs. Hein. À partir du moment où les gens ont un certain niveau de revenus, boum, ils vont se mettre à consommer de manière plus importante les loisirs. Et donc là, cette fois-ci, on a une forme de type exponentiel. Dernière catégorie de biens d'après Engel, on a des biens dits inférieurs. Alors on voit que les trois courbes précédentes étaient croissantes. Donc là, j'ai bien quelque chose qui grimpe, quelque chose qui grimpe et quelque chose qui grimpe. Plus ou moins vite, d'où nos trois catégorisations, mais en tout cas, ce sont des fonctions croissantes. Ici, j'ai une fonction décroissante. Autrement dit, plus je suis riche et moins je consomme de ce bien. Donc là, c'est ce qu'on appelle des biens inférieurs. Donc aujourd'hui, vous êtes étudiant, peut-être que vous mangez des pâtes sans marque. Eh bien, plus tard, quand vous aurez un métier et que vous aurez un revenu qui va augmenter, eh bien, vous allez voir que ces pâtes sans marque, vous continuerez peut-être d'en consommer, mais vous en consommerez de moins en moins et vous vous jetterez sur des Lustucru, des Barilla ou autre marque qui aura votre préférence. Donc là, on est sur un cas un peu différent des trois situations précédentes. Plus l'individu va être riche, plus l'individu a un revenu élevé, et moins il consomme ses biens inférieurs. Si vous avez travaillé le chapitre 1, vous reconnaissez ce graphique-là, et vous n'avez presque pas besoin de moi pour l'étudier. Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux équilibres. On a toujours deux contraintes de budget, et donc deux équilibres avec deux courbes d'indifférence qui appartiennent à la même carte d'indifférence. On observe qu'ici, on a une baisse de la consommation du bien X. Ça veut donc dire qu'on a une augmentation du prix du bien X. On se rappelle que dans ce schéma-là, le revenu n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le prix. Le prix a augmenté, donc on peut en acheter moins en quantité, d'où on passe de ce point-là à celui-ci. Le prix du bien 2 n'a pas changé, donc ce point-là n'a pas changé. Le revenu n'a pas changé non plus, hein, donc on reste sur ce point-là. Et par conséquent, on a une bascule et on va passer de l'équilibre A à l'équilibre B. Qu'est-ce qui se passe si on relie tous les équilibres? On fait le même raisonnement que dans la courbe consommation-revenu qu'on a étudié précédemment. Ici, on va parler de courbe consommation-prix. Ce qui change, ce n'est pas le revenu, c'est le prix, d'où le nom courbe consommation-prix. Alors ici, on imagine qu'on fait tous les équilibres pour passer du point A au point B. Donc on était sur ce point-là, on a une petite augmentation du prix du bien 1, du coup on en consomme un petit peu moins, on va trouver un équilibre par exemple ici, et puis on a encore une augmentation du prix, réduction des quantités, etc., etc. Et on va petit à petit transiter via différents équilibres du point A au point B. Donc la courbe consommation-prix, c'est la représentation graphique de l'ensemble des équilibres pour un consommateur donné, lorsque le prix d'un des deux biens varie. Ça peut avoir à peu près toutes les formes. Ici, on voit qu'on a une forme ici avec une courbe qui va être convexe. On peut imaginer une courbe noire là qui est beaucoup plus pentue, par exemple avec un point B qui serait par ici ou qui serait par ici. On peut imaginer une droite. Donc là, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre en fait des préférences de l'individu et de la répartition entre le bien Y et le bien X qui sera préféré par cet individu. Ici, on a la fonction de demande inverse d'un bien ordinaire. Alors, la fonction de demande, vous avez tous déjà tracé des graphiques avec l'offre et la demande est décroissante du prix. Donc c'est ce qu'on est en train de voir ici. Dans un bien ordinaire, ici je vais avoir les quantités, ici je vais avoir les prix, et donc plus le prix est élevé, plus les quantités sont faibles. Lorsque le prix est très élevé, eh bien j'achète des toutes petites quantités, par conséquent mon point il est par ici. Lorsque le prix est très faible, eh bien je peux acheter des grandes quantités, et par conséquent mon point va être quelque part par ici. Et donc on va bien avoir une relation inverse entre le prix et les quantités consommées. Donc plus le prix est fort, plus les quantités consommées sont faibles, plus le prix est faible, plus les quantités consommées sont fortes. On relie tout ça et on obtient la fonction de demande qui est donc bien décroissante du prix. Dernier graphique de ce chapitre, ce qu'on appelle l'effet substitution revenu qu'on étudie par un certain nombre de calculs. On a vu dans le graphique précédent comment on passait du point A au point B. Je vous remontre le graphe, on avait ceci, on passe du point A au point B. En fait, dans la tête du consommateur, ça ne va pas se passer aussi simplement que ça. Lorsque vous êtes confronté à une augmentation du prix d'un bien que vous achetez,
vous avez une espèce de période d'adaptation. Alors cette période d'adaptation, c'est ce qui est représenté dans ce graphique. En fait, le consommateur va passer non pas du point A au point B directement, mais d'abord du point A au point C. Il va constater qu'il ne peut pas être au point C, et donc après, il va se retrouver au point B. Alors, ici, on part de cet équilibre. Vous avez un certain niveau de revenu, des niveaux de prix, vous avez des certaines quantités consommées en bien 1, en bien 2. Ok. Ensuite, imaginons que là, le prix du bien 1 augmente. Vous allez vous dire, ok, le prix du bien 1 augmente, par conséquent, j'en consomme moins. Donc vous allez réduire la quantité de biens consommés. Mais en fait, vous aimeriez bien rester sur ce niveau de satisfaction-là, ce niveau d'utilité ici. Et donc, ce que vous aimeriez, c'est passer du point A au point C. Si vous consommez moins du bien 1 pour rester sur la même courbe, eh ben, il faudra obligatoirement augmenter la quantité consommée du bien 2. Et donc, vous retrouvez quelque part ici au point C. Si on regarde le point C, on va s'apercevoir qu'en fait, on ne peut pas se le payer. Si vous avez regardé ce qui précède, vous vous rappelez que tous les biens qui sont en haut et à droite de la contrainte de budget, on ne dispose pas du revenu pour les acheter. Et c'est très exactement la caractéristique de ce point C. Ce point C, il est au-delà de ce qu'on peut s'offrir. Ce qu'on peut s'offrir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du triangle bleu au départ, et puis encore pire, à l'intérieur du triangle rose ensuite. Donc le point C, on ne pourra jamais l'acheter. Donc oui, on aimerait bien être au point C, mais le principe de réalité va vous montrer que si le prix du bien A a augmenté, eh bien, il faudra réduire votre consommation de bien A, et puis il faudra peut-être même réduire la consommation de bien B. Donc si on étudie ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? On passe du point A au point B, donc on va avoir une réduction de la quantité consommée du bien 1 et une légère augmentation de la quantité consommée du bien 2. Vous avez finalement compensé en achetant un peu moins du bien le plus cher et un peu plus du bien qui est resté moins cher. Ce n'est pas toujours le cas. On aurait très bien pu tracer ici un point B là. Cette fois-ci, on aurait eu quoi? On aurait eu une diminution de la consommation du bien A et une diminution de la consommation, pardon, pas du bien A, une diminution de la consommation du bien 1 et une diminution de la consommation du bien 2. Donc en fait, le bien 1, il est devenu tellement cher que pour continuer d'en acheter, il faut aussi réduire la consommation du deuxième bien. Donc là, on a un graphique, mais on voit qu'il y a une infinité de solutions possibles. On peut très bien avoir une solution avec le point B qui est au-delà, plus haut, on va dire, que le point A. Donc j'ai réduit la consommation du bien A, j'ai augmenté le point B pour consommer. Le point B pourrait être ici. Donc finalement, je n'ai pas modifié la quantité de bien 2 consommé, et puis je n'ai que réduit la quantité consommée du bien qui est plus cher, ou alors un point B qui serait par ici, qui veut dire qu'à la fois on a réduit les quantités consommées en bien 1, mais aussi en bien 2.